Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Arrivée du président de la République en Ouganda. Au Kenya, le codage informatique enseigné aux enfants. C'est ce que nous allons voir dans ce journal de 15 heures, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent, je vous disais dans les titres, le président de la République, son Excellence El-Hajj Ismaël Omar Guelleh, est arrivé à Kampala, capitale de l'Ouganda, pour prendre part aux travaux du sommet des chefs d'État et gouvernement des pays membres de forces de transition de l'Union africaine. Le sommet des chefs d'État et gouvernement vont examiner demain plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment le retrait progressif des forces de l'ATMIS en Somalie, qui va être effectif d'ici le mois de juin prochain, où près de 2000 hommes de force de l'ATMIS vont se retirer de la Somalie et permettre ainsi la force de l'armée somalienne de prendre le relais et assurer le maintien de la paix et la sécurité. Intensifier également les formations de forces armées somaliennes pour renforcer leurs capacités institutionnelles seront au cœur des discussions lors du sommet de demain à Kampala, capitale de l'Ouganda. Au cours de ce sommet, il sera également question d'évaluer la capacité de force de l'armée somalienne en vue d'assurer la sécurité et la stabilité dans l'ensemble du territoire de la Somalie, mais aussi évaluer les actions entreprises par les forces de l'ATMIS sur le terrain au cours de ces dernières années. À son arrivée à l'aéroport international de Kampala, le président de la République a été accueilli chaleureusement par le ministre de l'Intérieur de l'Ouganda. Le président de la République conduit une forte délégation ministérielle qui comprend le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, M. Yassine Elmibouh, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et le représentant de notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi. Tiola idin dahay degtada ku soo maqlo ku soo dhabagalay wax badan dadka soo dhex maray adaa dhawaaqii bulshada tiola idin dahay degtada ku soo maqlo L'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des États-Unis a effectué au nom des ambassadeurs de l'IGAD une déclaration à New York sur les événements actuels au Soudan. Et voici, et je cite, « J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des ambassadeurs de l'IGAD ici à New York, à la lumière des événements actuels au Soudan. » Le groupe d'ambassadeurs des États membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement à New York souhaite déclarer ce qui suit. Le groupe note avec préoccupation le conflit en cours au Soudan qui a entraîné des pertes civiles et des destructions de biens et a exhorté les dirigeants des partis à écouter l'appel à cesser immédiatement et sans condition les hostilités et à désamorcer les tensions pour donner une chance à la paix, conformément au résultat de la 40e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue virtuellement le dimanche 16 avril 2023. Il rappelle également la communication du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors de sa 1149e réunion tenue le 16 avril 2023 sur la situation au Soudan. Le groupe souligne la position de l'Union africaine sur la situation actuelle au Soudan et la nécessité pour les parties d'embraser rapidement une solution pacifique et un dialogue inclusif pour résoudre leurs différends afin de promouvoir la stabilité et de respecter les souhaits du peuple soudanais en faveur de la restauration de la démocratie, de la constitutionnalité, de l'état de droit et de la liberté, ainsi que le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Soudan. Le groupe appelle tous les acteurs et partenaires à se rallier derrière l'effort de médiation régionale et à apporter un soutien maximal pour faciliter la visite à Khartoum de 3 chefs d'État, le président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, le président William
William Ruto du Kenya et le président Salva Kiir du Sud-Soudan qui sont prêts à lancer des pourparlers entre les parties dès que les conditions de sécurité le permettront. Le groupe se félicite de l'annonce d'une trêve humanitaire de 3 jours en réponse à l'appel du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la Eid el-Fitr. Il se réjouit également de la trêve nationale de 72 heures négociée par les États-Unis et qui a débuté hier minuit pour permettre un accès humanitaire sans entrave à la population civile. Nous espérons que les parties respecteront la trêve et travailleront de bonne foi avec les médiateurs pour négocier et conclure une trêve permanente dès que possible. Pour les actualités nationales, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Dilleta Mohamed Dilleta, a reçu en audience le jeudi 27 avril 2023 dans le salon d'honneur de l'hémicycle une délégation de la direction de l'Institut national de la statistique. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia Elmi Djibril, le deuxième vice-président du Parlement, l'honorable Omar Ahmed Waïs, le secrétaire général Ismaël Goulal Boudine et le directeur de cabinet du président, M. Idriss Mohamed Ahmed, ont pris part à cette rencontre, conduite par M. Ibrahim Abdi Hadi, directeur général de l'Instad. La mission a été composée des cadres de l'Institut et d'un consultant international, en l'occurrence M. Barkhaleh, directeur général adjoint de l'Instad, Ahmed Abdullah Osman, responsable de la communication et du recensement, et enfin de M. Isseka Youssouf. Par ailleurs, le directeur de l'Instad a indiqué que cette opération de grande envergure se déroulera de 2023 à 2024 en plusieurs phases et nécessite une mobilisation sociale sans faille. M. Mohamed Dilleta a affirmé que ce recensement, qui fait suite au précédent organisé en 2009, est d'une importance cruciale pour le développement de notre pays. Les informations recueillies seront utilisées par le gouvernement pour élaborer des politiques publiques répondant aux besoins de la population avec une plus grande précision. Nous permettre de pouvoir cartographier chaque structure, chaque ménage, chaque immeuble. Et cela nous permettra de faire une base de sondage qui est très importante et nous permettra, Inch'Allah, dans les prochaines missions de ce recensement, qui est le dénombrement final, va nous permettre de pouvoir mener à bien cette mission. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation professionnelle, l'Institut supérieur des sciences de la santé à Djibouti, a organisé ce matin une journée de sensibilisation sur les professions de santé en faveur des élèves de classe de terminale. Cette cérémonie de sensibilisation a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, mais aussi le ministre de l'Éducation nationale, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, la directrice de l'ISSS, Nadira Abdallah Yahya, ainsi que les hauts cadres de 2 ministères. L'objectif à travers cette sensibilisation, c'est de rappeler aux élèves du terminal les filières que l'Institut supérieur des sciences de la santé de Djibouti offre durant leur cursus supérieur. L'Institut a pour mission de continuer à fournir aux structures de santé du pays des professionnels qualifiés qui sont en mesure de répondre aux besoins de développement du système national de santé. Le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahamoud, a félicité l'excellente collaboration des 2 ministères qui se renforcent dans tous les domaines. On écoute le ministre. C'est vrai que vous êtes à une période où vous posez beaucoup de questions. Vous voulez vraiment savoir ce que vous allez devenir ou quel type de formation vous allez suivre après le baccalauréat. Et je pense que c'est une opportunité, c'est une occasion. Le fait que le centre ou l'Institut supérieur de santé est venu vous voir.
les formateurs sont venus certainement vous expliquer un certain nombre d'informations que vous avez besoin. Et après, bien sûr, c'est à vous de décider s'il faut vraiment aller dans cette voie-là ou dans celle-ci. Bien sûr, d'abord avant tout, cette forte volonté politique du président de la République, cette détermination, ce courage de dire oui, je suis capable de donner à mes enfants un enseignement supérieur à Djibouti. Là, quand la décision elle a été prise, machallah, là aujourd'hui on voit le fruit, nous récoltons rien que par exemple le recrutement des enseignants, parce que nous recrutons chaque année à peu près 400 jusqu'à 500 enseignants, ben, le bassin est là. Et nous avons à peu près 3000 et quelques jeunes universitaires qui sortent, et ça c'est très important, c'est-à-dire que nous avons une ressource djiboutienne de qualité qui est disponible et qui d'ailleurs prennent leur relais pour vous former et que vous aussi vous formiez à votre tour une fois que vous finissez l'enseignement supérieur. C'est une fierté et vraiment je pense qu'il faut se féliciter sur cela. Nous avons avec nous une équipe de l'Institut qui vont donc vous donner l'information. Inch'Allah, n'hésitez pas à poser également un certain nombre de questions. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Poursuivons, mesdames et messieurs, avec un extrait de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, qui s'est réjoui d'avoir participé à cette importante journée de sensibilisation. C'est un relais, comme une course de relais, et vous êtes les champions de cette course de relais, grâce à la formation que vous avez de qualité à l'éducation nationale, et on espère que les meilleurs vont donc rejoindre l'Institut des sciences de la santé. Alors, l'Institut des sciences de la santé, pourquoi? Vous savez, avec le Covid, je vous assure, et ce n'est pas se jeter de fleurs, c'est que Djibouti fait partie des rares pays africains où le personnel médical, que ce soit médecin ou infirmier ou sage-femme, etc., c'était tous des Djiboutiens. On n'a pas eu besoin de personnes étrangères. Et pourquoi? C'est parce que le pays, notre président de la République, a investi sur des structures de formation, de santé, à la hauteur donc des problèmes et des attentes qui nous a du futur. Donc, le travail qui a été fait au ministère de l'Enseignement supérieur, et là je salue le travail qui a été fait par Madame Nadira, c'est de chercher des partenariats de très haut niveau. Alors aujourd'hui, l'Institut des sciences de la santé vous offre la possibilité de faire des licences, mais pas que, des masters et Inch'Allah des doctorats. Donc, c'est des métiers d'avenir. Vous pouvez travailler à Djibouti ou à l'étranger, si vous le souhaitez par la suite, parce que la formation de qualité et les diplômes que vous allez avoir sont des diplômes de très haut niveau. Ils sont en partenariat avec des institutions et des universités de très grande qualité. Je voulais un peu vous passer ce message pour vous encourager, créer des vocations si c'est possible, et surtout vous informer sur ce que vous voulez devenir et ce pourquoi vous vous destinez. Encore une fois, je remercie mon collègue ministre de nous avoir associés aujourd'hui, ce matin, à cette discussion. Et on reste bien sûr disposés, nos équipes restent disposées à répondre à toutes vos questions. Elles sont légitimes parce que c'est votre avenir. Choisissez bien et bienvenue à l'ISS. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des ressources en eau, financé conjointement par le FIDA et le gouvernement de Djibouti. Le MAEP et l'ADDS ont procédé à ce jeudi 27 avril 2023 la signature d'une convention de partenariat. Cette cérémonie de signature de la dite convention dans le locaux c'est situé dans le locaux du MAEP. Le ministre Excellence Mohamed Ahmed Awaleh, le secrétaire général du ministère M. Ibrahim Ilmi, ainsi que le coordinateur M. Ibrahim Mohamed et le directeur général de l'ADDS M. Mahdi Mohamed Jama. La signature de cette convention s'inscrit dans la vision du chef de l'État et du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Marguelé, qui accompagne et encourage incessamment les pratiques en faveur du développement des communautés rurales vulnérables à travers l'autonomisation de cette dernière sur le plan économique dans plusieurs programmes initiés par le MAEP avec les partenaires au développement, donc dans celui du programme de gestion intégrée des ressources en eau. Cette convention d'un montant de plus de 139 millions entre le PGIR et l'ADDS est d'une importance capitale dans la promotion des bases de l'entrepreneuriat, de la gestion et du fonctionnement des AGR et des organisations communautaires ou coopératives. Ainsi, les AGR rurales bénéficieront à environ 800 ménages porteurs de projets entrepreneuriat et donc soit 4800 personnes au total pour un nombre de 40 AGR dont 22 localités bénéficiaires.
Enfin, il est prévu dans l'intervention du projet, en particulier dans le volet commercial, d'installer le long du corridor nord et sud des points de vente de commercialisation de ces produits du terroir issus des AGR en développement. On écoute à présent le ministre de la Culture pour son intervention. Cet accord que vient de signer le directeur général de l'ADDS ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Agriculture consiste à la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus d'un montant de 140 millions de francs Djibouti, qui consistera à la transformation des produits laitiers, au développement de l'apiculture en République de Djibouti, à la formation de plantes médicinales et aromatiques, ainsi que des ateliers de confection d'habits et d'artisanat. Je suis heureux que dans le cadre de ce partenariat, l'ADDS puisse mettre en œuvre, selon sa mission, ces activités génératrices de revenus. Merci. Ça a débuté ce mardi 25 mars 2023. Le séminaire de lancement des réseaux de recherche internationale de la Grande Muraille Verte s'est achevé hier dans l'après-midi au Kempinski Palace Hotel sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce séminaire a regroupé pendant 2 jours les acteurs clés de la mise en œuvre du projet de la Grande Muraille Verte, notamment un parterre de 150 chercheurs venus de 7 pays sur les 11 pays concernés par la Grande Muraille Verte. L'objectif de ce séminaire consistait à associer la recherche et d'impliquer les chercheurs à cette noble initiative africaine de la Grande Muraille Verte afin de combler les lacunes en données climatiques. Ce séminaire a permis également à la communauté scientifique à désigner M. Oumarou Malam Issa, coordinateur du réseau de recherche internationale de la Grande Muraille Verte. Après 2 jours d'intenses concertations entre les parties prenantes, une représentante de Recette et GMV a lu devant l'Assemblée de la déclaration qui a été adoptée lors de ce séminaire. Le docteur Abdurrahman Dahir de l'Institut des sciences de la vie des sciences nous a témoigné dans une interview que Djibouti est honoré d'abriter le lancement de ce réseau. Notre équipe sur place a pu recueillir les réactions du chef des services de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et le directeur de recherche de l'IRD. On écoute. C'est pourquoi donc, nous nous sommes réunis pendant ces 2 ans et donc la rencontre a été très fructueuse. Il y a eu des échanges qui ont permis en tout cas de faire un diagnostic d'abord par rapport à ce qui a été fait en matière de recherche jusqu'à présent et de pouvoir lancer de nouvelles bases de partenariat. Et ce qui ressort de cet atelier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons senti le besoin de faire une recherche en synergie, de mutualiser nos efforts, en tout cas pour pouvoir répondre aux exigences de la Grande Muraille Verte. Donc le résultat de ce séminaire, c'est qu'on est arrivé à une déclaration en fait, de principe sur l'engagement de la communauté des chercheurs et également sur l'engagement des acteurs qui sont des acteurs de terrain. Ce sont les agences donc, de la Grande Muraille Verte, les services techniques de l'État, ce sont des bailleurs. C'est aussi des engagements sur le plan politique. On a eu un soutien vraiment très fort de la part du gouvernement djiboutien, puisque cet événement a été placé sous le haut patronage du Premier ministre et l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que je remercie ici, parce que c'est vraiment un soutien très fort que nous avons reçu. Et cette déclaration, nous espérons qu'elle va être portée au plus haut niveau. Et puis nous sommes engagés à travailler, en tout cas dans le cadre de la GMV, dans les différents pays de la GMV, et en particulier pour Djibouti. Et ensuite, le directeur général du CERD, le Dr Jaloudine Mohamed, a dressé le bilan de ce séminaire sur le lancement du réseau de recherche de la Grande Muraille Verte. On écoute son intervention. De ces 2 journées de travaux dans le cadre de la Grande Muraille Verte qui va du Sénégal à Djibouti en passant par les différents pays. Djibouti a eu l'honneur donc d'accueillir 7 pays avec l'IRD, l'Institut de recherche et de développement en France, qui coordonne ce travail-là et qui est aussi à l'initiative avec ses partenaires nationaux, Djibouti y compris, de la mise en place et le lancement donc en fait aujourd'hui de ce réseau
de recherche internationale, appelé RISET. Et les travaux donc ont tourné autour de comment ce réseau va se mobiliser afin de pouvoir répondre aux besoins de la Grande Muraille Verte. Laquelle Grande Muraille Verte, en fait, c'est un concept qui vise principalement à permettre à la population rurale, locale, d'être plus résiliente face à tous ces différentes menaces aujourd'hui qui frappent la planète et les différentes régions, en particulier cette région du Sahel, au sud du Sahara. C'est que nous sommes arrivés à dégager un certain nombre d'axes prioritaires globaux dans le domaine de la recherche scientifique afin que les travaux puissent commencer dès que possible. Ce matin, l'Agence nationale pour les personnes handicapées a organisé une cérémonie de signature d'accord de partenariat entre la Commission nationale des droits de l'homme et l'ANPH. L'événement a eu lieu dans la salle de réunion de l'ANPH à Haramous. L'accord est une étape importante vers l'amélioration des droits et du bien-être des personnes handicapées dans le pays. Le partenariat entre ces deux organisations facilitera les efforts communs visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées en veillant à leur participation égale à tous les aspects de la société. La cérémonie de signature a été présidée par le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahamoud, le président de la CNDH, M. Ali Soubaneh Ateye, et des représentants des deux organisations, ainsi que les parties prenantes des personnes de la communauté des personnes handicapées. La signature de cet accord est une étape cruciale dans la lutte pour les droits des personnes handicapées dans le pays. C'est une démonstration claire de l'engagement du gouvernement à garantir que les personnes handicapées soient traitées de manière équitable. On écoute à présent le président du Conseil national des droits de l'homme, du Commission nationale des droits de l'homme. Il n'y a pas de développement sans l'inclusion des personnes handicapées. Beaucoup de progrès ont été faits. Je félicite le directeur général de l'Agence nationale qui a vraiment œuvré à faire en sorte que les personnes handicapées se sentent au mieux de notre société, qu'ils puissent bénéficier de tous les soutiens nécessaires à travers l'octroi des matériels, des fauteuils, des moyens nécessaires à l'épanouissement. Nous allons continuer à œuvrer à ce que personne ne soit laissé de côté pour parvenir à une société inclusive. J'appelle aussi, et c'est notre rôle de veiller à la sensibilisation du grand public et des décideurs, à ce que les acteurs privés et les autres catégories de la société prennent en compte les besoins des personnes handicapées en facilitant notamment l'accès des bâtiments administratifs, en facilitant l'intégration dans le secteur de l'emploi et à tous les niveaux de notre société pour vraiment parvenir à une société inclusive au mieux. Donc, à travers ces partenariats, nous allons veiller à ce que ce qui reste du chemin à parcourir, nous le faisions ensemble. Nous continuerons à suivre les progrès qui seront réalisés dans ce domaine et nous serons partie prenante, nous serons toujours à vos côtés. Sport à présent, les jeunes athlètes djiboutiens en formation à l'École nationale des sports d'études d'Ali Sebier. Ils participent à travers la qualification de 3 de ces jeunes issus de ce même centre d'excellence d'Ali Sebier. Comme il est d'usage lors des grandes organisations sportives internationales ou continentales, le secrétariat d'État chargé des sports a mis tous les moyens nécessaires pour faciliter la participation des athlètes à ces championnats des jeunes talents africains. Les athlètes djiboutiens participants sont Mourtar Idriss qui participera aux 1500 mètres aux moins de 18 ans. Wabri Ege qui participera également aux 1500 mètres aux moins de 18 ans également. Et Fathi Moussa Roble qui participera aux 400 mètres aux moins de 18 ans. Nous leur souhaiterons bonne chance dans leurs disciplines respectives. Ce mercredi 26 avril 2023, dans le cadre des activités de la première édition du Salon du Livre organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, les départements de la Bibliothèque et des Archives nationales ont abrité une conférence sur le thème de la poésie.
Cet échange avait pour objectif d'initier les jeunes à l'art de la poésie, ainsi bien en français que dans les langues maternelles. De ce fait, cette conférence a vu la participation de 7 auteurs et pédagogues, M. Mohamed Ahmed et Youssouf Hassan, Dr Fatouma Mohamed, M. Saïd Salah, Cheikh Mouata, Moussa Kako et Sohaib Ali Youssouf, venus partager leurs expériences et leur savoir-faire avec les jeunes intéressés à travers une brève initiation à la poésie traditionnelle et une explication de l'importance de la transmission orale et écrite de celle-ci. Cette conférence a donné suite à une série de questions-réponses avec les jeunes publics principalement originaires des régions d'Ali Sabi et de Demerjo qui ont démontré leur intérêt pour cet art avec ardeur. Les jeunes amateurs de littérature ont eu l'opportunité de s'informer des différentes structures poétiques et des méthodologies d'écriture via cet échange enrichissant qui s'est déroulé dans la plus agréable des atmosphères. On a participé et c'était vraiment agréable. On a posé des questions, ils nous ont répondu et j'ai vraiment aimé. Je suis venue ici pour participer au thème de livre, le salon du livre de Djibouti. Il y avait des écrivains et des directrices, tout ça. On a répondu à quelques questions intéressantes sur le thème de poésie et c'était une journée extraordinaire. Pour les actualités internationales, l'armée soudanaise et les paramilitaires du FDS s'affrontent dans des combats meurtriers malgré la trêve de 72 heures officiellement acceptée par les deux camps. La capitale du pays est en grande partie désertée. Les habitants encore sur place se terrent et profitent des accalmies pour chercher à se procurer les produits les plus essentiels qu'ils peuvent encore trouver. De son côté, l'OMS s'inquiète tout particulièrement de la prise de contrôle par un des belligérants d'un laboratoire public où des agents pathogènes très contagieux étaient conservés. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, en plus du nombre de morts et des blessés causés par le conflit lui-même, l'OMS s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de décès dus aux épidémies, au manque d'accès à la nourriture et à l'eau, aux perturbations des services de santé essentiels, y compris la vaccination. Selon les estimations des Nations Unies, le conflit au Soudan a fait au moins 500 morts, plus de 4000 blessés pourraient conduire à un exode massif de réfugiés dans la région. Au Kenya, je vous disais dans les titres, l'enseignement de l'informatique aux jeunes enfants prend progressivement une place importante. Dans le pays, on passe de devenir l'un des leaders africains de la technologie, une initiative qui enseigne le codage et le concept de la robotique aux enfants. Code with Kids a vu le jour. Ce programme mis en place en 2015 par une développeuse informatique a doté près de 2000 enfants de compétences technologiques depuis sa création. Lorsqu'un enfant rejoint le programme, il apprend d'abord les bases de fonctionnement d'un ordinateur avant d'acquérir des compétences telles que le développement web, la conception d'applications mobiles, les jeux et l'informatique physique. L'organisation se consacre à l'enseignement abordable des STM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, aux enfants issus de milieux aux faibles revenus, permettant ainsi à la prochaine génération d'innovateurs de se développer en leur fournissant les ressources nécessaires pour exceller. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.